Non, mais je voulais juste, pas monopoliser la parole, mais juste vous dire, vous en êtes aperçu, on a tourné en 2023, 2024, et effectivement, Donald Trump est arrivé au pouvoir depuis. Donc c'est vrai qu'on était parti sur cette lancée en se disant, ouais, super, l'Europe, on a initié beaucoup de choses, les plateformes ont commencé à se mettre au diapason, donc effectivement, on avait laissé Google et Meta nous faire part de tout ce qu'elles avaient mis en place, ces plateformes, pour protéger les plus fragiles en ligne. Et puis, voilà, il y a eu le cataclysme Donald Trump, et puis cette notion de liberté d'expression totalement étendue. Donc, les trois quarts, je dirais, pour rester un petit peu optimiste, de toutes ces nouvelles règles d'utilisation ont disparu pour la plupart. Donc, on se dit qu'il faut rester vraiment très, très, très vigilant sur l'utilisation de ces plateformes parce que voilà, le monde a changé depuis. Non, moi, je voulais juste à nouveau féliciter autant Caroline que Nora sur cette magnifique production. C'est assez rare de trouver dans un même documentaire, en tout cas sur un même support, la pluralité des situations, des difficultés, mais aussi des pistes de solutions. En fait, c'est ça que j'ai trouvé assez fort et c'est pour ça qu'on a souhaité cette diffusion aujourd'hui. On voit les conséquences psychosociales, on voit les conséquences sur la santé, on voit les différents défis, on voit la question de la sextorsion. Enfin, en fait, on voit tous ces usages, toutes ces difficultés et la première d'entre elles, comment on les accompagne maintenant. Voilà, c'est ça. Maintenant, on fait avec, c'est là. Maintenant, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est aussi... en tout cas, l'esprit d'Enfants sans débat. Et donc, c'est un moment d'échange assez simple, assez direct entre nous avant de boire un verre pour pouvoir échanger également très librement et aussi simplement que ça. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui veulent se lancer en témoignage ou en question. Je crois qu'il y a une première main et une deuxième main. Une chose, c'est effectivement quand ils disent qu'ils avaient recruté 40 000 personnes pour modérer plus, en fait, elles ont disparu, elles ont toutes été licenciées. Les montants investis ne sont plus les mêmes. Je voulais saluer, il y a dans la salle Cécile Vidil, l'enseignante géniale qu'on peut applaudir. Tous savoir. Levez-vous, Cécile. Vraiment, merci. Vous avez rouvert les portes de votre classe. Et puis Axel Dessin, qui dirige Internet sans crainte, qui est là, qui intervient dans plein de lycées, d'écoles, et qui vraiment nous aide énormément. Mesdames ? Oui, bonsoir. Je vais peut-être me lever aussi. Anne Pémira, moi je suis autrice et coach parental et conférencière. J'ai écrit un livre, je suis convaincue, bien sûr, Débranchez vos enfants, qui a été préfacé par Serge Tisseron. On aperçoit son nom à un moment. Moi, quand je vois, c'est vrai, le film, je pense que c'est super, hein, bravo, parce que je trouve que c'est une sensibilisation pour les parents et tous les acteurs. Ça me donne aussi envie de rentrer vite à la maison pour voir ce que font mes enfants. Mais peut-être que la question que je voulais juste soulever très brièvement, c'est est-ce qu'il ne faut pas un tome 2, enfin une suite en fait, et les pistes que vous évoquez, de les mettre aussi en film pour montrer concrètement ce qu'on peut faire. Moi, je sais que j'agis beaucoup là-dessus. Est-ce qu'il ne faut pas montrer des familles qui prennent en main ce sujet et voient effectivement des progrès, peut-être des classes où les enseignants mettent des choses en place et effectivement, ça aide aussi les enfants à prendre conscience de leur usage, à diminuer leurs usages. Voilà, donc être plus, malgré les difficultés, et peut-être malgré les vents contraires, vers quoi on pourrait aller concrètement avec les moyens qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors oui, on pourrait faire une suite. On avait énormément de matière. On a passé des semaines et des semaines en montage. On a beaucoup de matière. On pourrait même parler aujourd'hui, il y a de nouveaux enjeux. L'intelligence artificielle, elle est à peine évoquée là. Mais aujourd'hui, le problème se pose réellement. On voit bien qu'il y a des aides... que l'usage des réseaux sociaux finalement tend à se réduire au profit de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, de Gemini et d'autres.
et de ces adolescents qui ont tendance à échanger de façon poussée avec ces outils. Et puis, certains sont poussés aussi au suicide. Donc, il y a de nouveaux enjeux. Alors ça, avec Nora, on pourra en parler, voir si on fait de suite. Mais clairement, oui, il faut trouver des solutions. Mais je pense que vous êtes là aussi pour... c'est ce que disaient certains dans le film, c'est que les pouvoirs publics sont là aussi pour répondre aux questions, des campagnes. Enfin, je pense que ces débats que vous organisez, ça participe de cela également. En réalité, la suite, c'est bien sûr déjà équipé et votre ouvrage permet aussi de donner des solutions très immédiates et très opérationnelles parce que le soutien à la parentalité passe par ça. Moi, je crois énormément, et c'est ce que nous faisons, à la gamification de ces apprentissages. Ça répond un peu à l'injonction de on doit tout apprendre à l'école ou on doit tout apprendre à la maison ou finalement qui est le responsable de la situation. Il se trouve qu'on passe notre temps à travailler avec les plateformes, à les bousculer, à aller chercher le meilleur qu'on puisse avoir, en tout cas en France aujourd'hui, à les pousser à ouvrir leurs portes à un certain nombre d'associations, parce que je pense que c'est aussi en se confrontant au quotidien aux conséquences de leurs actions qu'ils bougent. On ne peut pas juste, en tout cas à mes yeux, on ne peut pas juste attendre les régulations, même si elles sont nécessaires, encore une fois, mais je ne crois pas que demain sera meilleur si on attend que demain. Enfin, je le fais un peu simple. Mais au-delà de la gamification, en tout cas, il y a une nouvelle... moi, il y a quelque chose qui me trouble énormément, particulièrement ces derniers mois, c'est le trouble qui se fait dans l'esprit, pour le coup, de toute notre population, jeunes et moins jeunes, sur... On ne se questionne pas, nous, en tant qu'adultes, sur l'exemplarité que nous avons. Vous savez, moi, je fais partie quand même de ceux qui, un peu comme vous ce soir, on est très, très exigeants, on est très informés, on a conscience de ces dangers. Notre fille de 20 mois, quand elle nous imite, elle prend le téléphone. Elle a 20 mois, donc elle prend un jouet et elle fait comme si... et ça m'angoisse, parce que je sais. Et donc, ça renvoie quoi ? Ça renvoie surtout le devoir d'effet miroir de nos propres comportements vis-à-vis aussi de ce qu'on demande comme injonction à nos enfants. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, cette frontière qui devient de plus en plus floue entre le divertissement et l'information. Comme ces plateformes sont plutôt des outils de divertissement, mais que c'est devenu de fait des outils d'information également, comment tu fais le tri ? Comment tu vas aiguiser cet esprit critique ? Comment tu vas différencier l'information à laquelle tu es exposé sans même la rechercher ? Résultat des courses, des démocraties sont aujourd'hui bousculées, des élections annulées, et je ne parle même pas des enjeux plus offensifs qu'on peut avoir en termes de désinformation ou de mouvements qu'on peut voir aujourd'hui se développer, plus ou moins orientés. Et là, je parle même de responsabilité plus mondiale sur les mouvements Gen Z sur Discord, avec ses capacités de manipuler des populations plus captives, plus jeunes, mais adultes aussi. On est pour le coup autant sur les platistes, je suis d'accord, on commence à voir, même si les comportements complotistes sont encore très forts. Surtout ils sont renforcés aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup moins de régulation et que la liberté d'expression, c'est ce que je disais, au sens élargi. Vraiment, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on ne peut plus contredire personne. Il n'y a plus vraiment de modération. Aujourd'hui, vous voyez, c'est modéré, c'est des notes de communauté. Donc, ce sont les internautes eux-mêmes qui modèrent, en réalité. Vous le voyez sur X, par exemple, sur certains sujets. S'il n'y a pas une modération externe qui vient d'un expert ou autre, ce sont d'autres internautes qui viennent modérer certains internautes. Donc, honnêtement, en termes de sujets qui peuvent apparaître, de théories complotistes, il y en a énormément qui sont diffusés. Il y a une donnée qui est intéressante, c'est que TikTok est devenu le moteur de recherche de prédilection chez les jeunes. Donc, on passe même plus par Google ou autre. Vraiment, cette histoire ancienne, c'est TikTok. Et demain, c'est quasiment aujourd'hui, c'est ChatGPT, Gemini, le chat peut-être. Voilà, tous ces sujets font que, je trouve que ça devient extrême. C'était déjà préoccupant, mais ça se diffuse, ça se déplace sur d'autres outils. Donc, il faut une vigilance constante de la part des parents. Et c'est vrai que c'est devenu compliqué parce que on demande énormément aux parents.
Et ils n'ont pas forcément toutes les réponses. Donc c'est pour ça que c'est très important et que je salue. J'ai vraiment voulu mettre en lumière le travail de toutes ces associations ou initiatives, donc Internet sans crainte, e-enfance. Il y a le Clémy qui, avec ses moyens au sein de l'éducation nationale, intervient aussi. Mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faudrait plus de campagnes. Donc on a vu certaines campagnes de l'ARCOM, que je salue d'ailleurs mon ancienne collègue Anne Grandénon qui est ici. On a beaucoup travaillé pour que l'ARCOM puisse aussi faire des campagnes. Elle en fait une par an, mais ce n'est pas suffisant, il en faut plus. Tout à fait. Oui, bonsoir. Déjà, merci pour le documentaire. Effectivement, je pense que ça vaudrait le coup de le diffuser plus largement. Donc, moi, je suis maman de 2 ados et je voulais quand même parler d'une chose. Mes enfants ont eu droit à un ordinateur quand ils sont arrivés au collège. Et pour tout vous dire, c'est quand même un vrai problème. Parce que déjà, l'ordinateur, ils ne l'ont pas du tout utilisé en cours. Mon fils est maintenant en 3e, il l'a eu en 6e. L'ordinateur a été donné, la personne qui venait de la territoriale qui l'a donné a dit c'est super les enfants, vous allez pouvoir travailler et vous allez aussi pouvoir jouer. Donc déjà là, ça nous a hérissés en tant que parents dans la salle. Mais surtout, ça nous a été donné sans nous accompagner sur ce qui était des réglementations ou du contrôle qu'on pouvait mettre sur les ordinateurs. Les enfants savent très bien installer aussi WhatsApp sur les ordinateurs ou autres. Mais en fait, il y a quand même une autre chose à côté, c'est que les élèves ont besoin en permanence d'être connectés à l'ENT pour avoir les devoirs, pour savoir si les profs sont absents. Donc à 7h du matin, en fait, vous êtes en train de soit donner votre téléphone à votre enfant pour qu'il puisse se connecter, soit le laisser se connecter à l'ordinateur pour qu'il vérifie l'absence ou la présence de ses professeurs ou les changements d'horaire ou autres. Donc en fait, nous, en tant que parents, on est en permanence tiraillés entre les laisser être en capacité de gérer leur scolarité, c'est-à-dire, encore une fois, les devoirs ou le nombre de professeurs qui donnent des devoirs du jour au lendemain qui ne sont pas signalés dans l'agenda. C'est une catastrophe pour nous en tant que parents. Ça crée des dissensions dans les familles séparées. Je ne vous en parle même pas, nous, c'est catastrophique. Enfin, en fait, moi, ça me met assez en colère parce qu'on est plein de parents dans le collège de mes enfants à s'être dit, l'ordinateur, on le prend et on le range dans une armoire. En plus, ça coûte 600 € quand même pour un ordinateur. Ils sont pas recyclés. Enfin, voilà, excusez-moi, mais vous n'êtes pas la seule. Je pense que quand même, il faudrait parler de ça parce que en tant qu'élève, ils sont obligés d'être connectés en permanence. Était au cœur du rapport écran, dont Axel pourra peut-être dire un mot, Axel Dessein, qui a participé à la commission écran et qui a rédigé un rapport à la recherche du temps perdu. Et c'est un sujet évidemment qui est important, mais je vais vous laisser répondre puisque je veux dire les ordinateurs, en tout cas nous ce qu'on a pu constater en faisant le film, c'est que ça part d'une démarche qui est de lutter contre la fracture numérique, c'est-à-dire que tous les élèves ne sont pas logés à la même enseigne. Et sachant que le numérique fait aussi partie du monde dans lequel on vit et que donc c'est important. Et l'autre chose, c'est qu'il faut aussi distinguer des écrans qui vous permettent d'acquérir un savoir, de participer à la continuité pédagogique, etc., de l'écran de divertissement. Mais après, c'est vrai que c'est du ressort de l'Éducation nationale, voire du ministère de la Santé, donc je vais vous laisser la parole. Non, de manière très, très, très transparente, bien sûr que ça met en colère, puisque ça met en injonction contradictoire. En fait, ça met une injonction contradictoire entre ce qu'on demande comme évolution aux parents et la transformation de l'école. Il se trouve que cette injonction contradictoire, elle a été peut-être saisie plus fortement ces dernières années. Il se trouve que juste à la fin, il y a 2 mois, on a reçu à la demande d'Elisabeth Borne un rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale qui a tranché sur le fait que il n'y a plus de pronotes, il n'y a plus d'informations sur pronotes après 20h, qu'il n'y en a plus le week-end, et qu'il n'y en a plus le week-end, et que de fait, même si les enseignants peuvent mettre des informations, elles ne sont plus publiées et plus actualisées, parce qu'on a vu en fait des comportements d'anxiété élevée chez un certain nombre d'élèves qui allaient chercher la dernière note rentrée, alors même que l'enseignant, il rentre ses notes quand il le souhaite. Mais cette information n'était pas obligée d'être poussée. Et donc, c'est les travaux que nous avons menés en particulier avec les ENT, en fait, les différentes plateformes, même si Pronote étant la première. Et
le deuxième volet, ça c'est vraiment l'usage des dispositifs. Ils sont de deux ordres. Le premier, c'est comment tu utilises le numérique dans ton projet pédagogique. Et donc, c'est plus l'éducation numérique, mais nous, on a un enfant l'année dernière au CP qui a eu comme challenge un challenge de lecture sur ordinateur alors qu'il n'a pas le droit d'être sur une plateforme numérique. Et donc, on a eu cette discussion avec l'enseignante. Est-ce qu'on ne pouvait pas plutôt acheter les livres? Et là, on a bien sûr discuté simplement, mais on a compris que c'était un sujet de fracture ou de difficulté, d'inégalité d'Intact. Mais aujourd'hui, l'équipement automatique, sans même demander s'il y a un besoin ou pas, n'a plus vocation à être automatique. Enfin, moi, je pense que c'est contre-productif, puisque déjà, il y a un certain nombre de familles qui sont équipées. Premier point. Deuxième point, c'est du ressort des collectivités territoriales qui équipent du coup on va dire les enfants de leur territoire. Donc la discussion qui est vraiment à mener, c'est équiper les familles qui en ont besoin, bien sûr, évidemment. Maintenant, il faut pas que ce soit le point d'entrée systématique comme on offrait le dictionnaire en CM2. C'est pas tout à fait le même usage. Et là, pour le coup, dans une période comme celle que nous vivons aujourd'hui, il faut tenir le même discours, et c'est pour ça que typiquement le fait de ne plus avoir de devoirs a posteriori dans la soirée permet à minima aux parents de dire quand l'ordi est fermé, il est fermé. Il n'y a plus la tentation de dire oui, mais peut-être que j'aurai un devoir supplémentaire ou cette pression demandant de se reconnecter dessus. Et là, pour le coup, il faut vraiment qu'on joue collectif, ça c'est clair. J'avais juste un deuxième témoignage très rapide concernant l'IA. Pareil, j'ai un enfant au collège et une au lycée. C'est un vrai souci. Il n'y a aucun prof qui est raccord sur l'usage de l'IA. Certains l'autorisent en classe, d'autres ne l'autorisent pas. Les enfants sont complètement perdus. Moi, les miens, ils sont briefés, etc. Mais mon fils est le seul à ne pas l'utiliser dans sa classe. Alors après, il me dit ce qu'il veut. Je ne suis pas non plus dupe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un vrai souci par rapport à ça. Et notamment en termes de rédaction, maintenant, la prof de français demande à ce que ce soit rédigé en cours. Mais ça veut dire autant de temps en moins sur le reste. Je ne sais pas si Cécile, vous voulez intervenir sur le sujet parce que vous le dites un petit peu dans le film, qu'effectivement vous n'êtes pas formé ni à l'IA, que le numérique arrive, mais que ce n'est pas suivi de formation, et peut-être avoir une réponse. En fait, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne se forme pas à l'IA. Donc dans notre lycée, on s'auto-forme, on a créé un petit panel d'enseignants pour s'auto-former. D'accord. Pardonnez-moi, monsieur, merci. Donc, effectivement, il n'y a pas le ministère, il y a des formations l'autre jour, je lisais dans Le Monde que les élèves de seconde et de quatrième ont une formation à l'IA, dont acte. Je l'avais pas vu. On en a entendu parler, voilà. Donc, les enseignants s'auto-forment un peu seuls, ils se créent des groupes comme ça de réflexion dans les établissements. Parce que c'est un souci d'inquiétude majeur de tous les enseignants, de tous les établissements scolaires, assurément. Donc moi, j'essaie de les faire beaucoup travailler devant moi en classe. Et effectivement, les cours, des fois, je leur envoie en audio. Ils n'aiment pas trop. Je parle vite. Mais bon, ils peuvent... Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'on repense, me semble-t-il, je n'ai pas vocation à dire à mes collègues comment ils doivent travailler, mais c'est vrai qu'il faut qu'on repense... la façon dont on fait cours, parce que donner des devoirs aujourd'hui, oui, je redis ce que j'ai dit il y a 1 an et demi, des devoirs aujourd'hui à faire, ça semble compliqué. Les élèves, ils ne font pas faire, hein, ils utilisent l'IA. Alors, l'idée qu'on a, nous, avec mes collègues, c'est essayer de leur apprendre à l'utiliser intelligemment, parce qu'en réalité, l'IA, elle peut apporter beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Ça fait gagner beaucoup de temps sur plein de sujets. Je vous donne un exemple. Il y avait une élève en grand oral qui avait travaillé sur les femmes françaises qui étaient parties faire le djihad et ce qui leur était arrivé. C'est vrai que je l'ai montré avec une intelligence artificielle. En 5 minutes, elle a pu obtenir le nom de toutes ces femmes, les condamnations qu'elles avaient eues. Voilà, ça lui aurait demandé un travail de collecte d'informations absolument considérable. Là, c'était utiliser l'IA de manière intelligente et pertinente. Voilà. Juste peut-être avant la prochaine question sur l'IA, il se trouve qu'il y a un cycle en ce moment à l'IH2EF, donc à l'Institut des hautes études de l'éducation nationale, sous la direction de Tortora, sur l'impact de l'IA sur l'éducation, sur la partie SCO,
INE, on est au début. Et ce qui est assez intéressant, c'est de comparer. Enfin, moi, j'ai regardé un peu ce qui se passait autour de nous dans d'autres pays européens. D'autres l'ont intégré comme un outil de ressources, et on leur apprend à l'utiliser. Et d'autres sont encore très, très éloignés. Donc, tout le monde est à tâtons encore. C'est comme dans le monde du travail. Aujourd'hui, le monde professionnel, le monde de la formation pro est percuté aussi dans sa pleine transformation. Même si mon inquiétude, elle est moins sur notre capacité que demain on aura peut-être à mieux l'utiliser, à l'utiliser autrement, en tout cas à l'intégrer dans notre quotidien, que ce qu'on voit se développer et la position de ChatGPT il y a quelques jours, qui va ouvrir les discussions intimes. Enfin, moi, ça m'inquiète presque plus que l'outillage, parce que demain, ça va être le fait d'avoir un accès à la donnée intime, déjà, même si on dit c'est vérifié et c'est pour les adultes, enfin, on connaît la qualité de la vérification d'âge, je ne reviens pas sur le sujet, et quelles vont être les conséquences psychosociales de ce nouvel usage. Voilà. Oui, et alors, mais même là, sur les conversations intimes, sachez que quand vous utilisez ChatGPT, vous pouvez aller dans l'admin pour demander à ce qu'il ne garde pas les informations qui sont les vôtres. Parce que très vite, en fait, il peut vous connaître, parce que c'est toujours du temps de cerveau, c'est-à-dire que c'est comme, ChatGPT se nourrit comme les algorithmes de recommandation des plateformes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire que plus vous passez du temps dessus, plus il apprend des choses sur vous et plus il vous nourrit avec ce qu'il pense être bon pour vous. Donc c'est vrai que l'idée, c'est si vous avez la possibilité d'aller dans l'onglet admin, dans les réglages, et faire en sorte qu'il ne collecte pas, qu'il ne garde pas les informations vous concernant, ne serait-ce que même les prompts, toutes les questions que vous lui posez, ça permettra d'éviter qu'il collecte beaucoup d'informations et qu'ensuite, voilà. Bonsoir, Nathalie Casso-Vicarini, je suis déléguée générale d'Ensemble pour la petite enfance. On est cofondateurs de l'association tous les deux. Pour vous dire un très très grand merci et bravo, parce que vous nourrissez nos connaissances et vous les actualisez. Et notre discernement, on a vraiment besoin de travailler le discernement des élèves et le nôtre en particulier. Moi, je voudrais surtout vous dire que notre perception, c'est qu'il faut agir le plus tôt possible. Et je vous remercie infiniment d'avoir mis en place ce guide 0-3 ans qu'on a lu cet après-midi avec l'équipe et qu'on va évidemment partager parce que, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, c'est le premier exemple des enfants, c'est leurs parents. Et si les parents ont un usage raisonné des écrans, là on l'a très bien compris dans le film, cette addiction qui arrive au fur et à mesure, qui est évidemment impossible à réguler chez les tout-petits. Donc j'ai une question quand même. Est-ce que vous auriez l'envie de... Alors j'entendais cette première question et la suite, mais la suite avant. Pourquoi pas? Voilà, c'est ça, ces premiers temps de vie. Alors nous, on milite beaucoup pour la prévention précoce. Dans les maisons des 1000 premiers jours, on accompagne gratuitement des groupes de mêmes parents qui font suivre pendant les 1000 jours et qui discutent entre eux. Cette pérédance, elle est vraiment... On voit l'impact de la pérédance accompagnée par un professionnel qui est vraiment très, très, très transformateur dans la vie des parents et dans la durée. Il y a 38 pays qui travaillent de cette façon-là. Et voilà, ce film avant, c'est-à-dire déjà in utero et puis les premiers temps de vie. Et c'est là où se jouent beaucoup de choses. On a écrit ce livre avec Boris Cyrulnik, Là où tout commence, et qui est, on voit que c'est transformateur pour le futur de ces enfants. Merci. On va y réfléchir avec Nora et peut-être CNP. Bon, on peut peut-être se retrouver autour d'un verre. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je crois qu'il y a Nora qui voulait dire un mot. Ah, et une autre question là, je crois. Rebondir, ce film est à la disposition si vous voulez organiser des visionnages, des conférences ou ce genre d'échanges. Enfin, nous, on vous le passe et portez-le. On est vraiment heureux que ça serve et qu'il ait une seconde vie, outre l'accès sur Canal en ce moment. Mais vraiment, si ça peut servir de support, on l'a fait pour ça. Merci Nora. Je crois qu'il y
avait une autre question. Alors, c'est pas une question, c'est plus une réflexion, une invitation à la réflexion. Pardon, je suis Angèle Lefranc, je suis chargée de plaidoyer à la Fondation pour l'enfance. Et voilà, disons que pour ouvrir le débat, moi je me dis, vraiment merci pour votre documentaire et pour toutes les interventions qui étaient vraiment passionnantes. On est tout à fait en accord. Mais pour nous aussi, à la Fondation, la question des écrans, de la place des écrans et le nom de ce documentaire, Les écrans rois, est très bien trouvé. Il faut le remettre aussi en perspective avec, de façon plus large, la place de l'enfant dans la société. Quelle place on donne aux enfants? Pourquoi est-ce que, en tant que parent, on va aller donner un écran à son enfant? C'est aussi parce que quand on est dans l'espace public, personne ne tolère le bruit que l'enfant peut faire. On a tous en tête un trajet en train où on voit un enfant arriver, on se dit oh là ça va être un trajet compliqué, et les parents, sachant ça, vont mettre l'enfant devant un écran. Et puis aussi la place des enfants, alors enfants au sens mineur, 0-18 ans, dans l'espace public, et l'adaptation aussi des espaces collectifs de la ville. Et que ce soit espace public ou espace privé, mais type restaurant, etc. Ces espaces aujourd'hui ne sont pas faits pour les enfants, ne sont pas faits pour assurer la sécurité des enfants. On a des espaces qui se disent adult only parce qu'on n'a pas envie d'être dérangé par les enfants. Enfin voilà, c'est un peu... On souhaiterait vraiment que ce débat, encore une fois, sur la place des écrans, ça s'inscrive dans quelque chose de plus large, de quelle place on donne aux enfants, aux ados, aux jeunes dans l'espace public. Voilà. Non, mais c'est très juste. On ne supporte pas les enfants, que ce soit les enfants en bas âge, le bruit qu'ils font. Les adolescents, depuis toujours, on les trouve bizarres, étranges, et même les siens ont un peu du mal parfois à les supporter. Donc oui, c'est le sujet du rapport à l'enfant et de sa place dans l'espace, dans la cité, dans l'espace, pose question. Le trajet en train... vous avez raison, on n'a pas envie, on rêverait d'espaces de voitures dédiés aux enfants pour ne pas les avoir dans d'autres. On est plus dans ce mouvement-là que dans l'autre. Mais je pense que la question même de votre ministère, c'est un vrai sujet. On pourrait. C'est même le cœur même. En réalité, c'est le cœur même. Aujourd'hui, nous, on a fait le lien entre l'exposition plus précoce des enfants aux écrans, et au sens diversité des écrans, et du fait qu'on les invisibilise et qu'on nie leur existence et leur place dans l'espace public ou plus collectif, dans un rapport de l'OCDE, et avec le développement du mouvement No Kids plus globalement, et aujourd'hui de l'adulte only. J'ai rappelé de manière assez vive, puisqu'on a saisi les directions juridiques, que ça tombe sous le coup de la loi en France, en fait. C'est pas la carte, c'est pas au choix. Ça, c'est pour ceux qui l'assument pleinement. Malheureusement, il y a tout le comportement plus malsain, plus hypocrite, qui va refuser l'arrivée sur une terrasse parce que vous avez une poussette, parce que l'espace n'est pas adapté, qu'on n'a pas pensé, même l'espace public, nos mobilités, les espaces de jeu. Et malheureusement, ça se développe à une vitesse folle. On a tous vu ce qui s'est passé à Maison Lafitte avec la cour d'école. Et peu importe le fondement de la décision de justice, que je ne commente pas par ailleurs, il y a quand même des copropriétaires qui ne supportaient plus la présence d'une cour d'école. Ça dit quelque chose de notre société, et donc l'arrivée de l'écran un peu subie pour un peu anesthésier, en tout cas créer de l'acceptabilité de la présence de la famille. À mon avis, c'est absolument pas décorrélé malheureusement d'un effondrement démographique, alors même que l'enfant n'est pas un accessoire de l'adulte ou un accompagnant de l'adulte. C'est une personne à part entière, c'est un sujet de droit à part entière, et notre société, malheureusement, je pense par sa métropolisation aussi, ni sa place, et c'est pour ça que le commissariat considère que c'est un sujet de protection. Bâtir des villes à hauteur d'enfants, des sociétés qui mettent l'enfant vraiment dans leur chaîne de valeur, et aujourd'hui, c'est pas un slogan, c'est un vrai combat de société à mener, alors même que les vents sont contraires effectivement par des tendances qui se développent par ailleurs. Je voudrais ajouter à ce que vous venez de dire, que je partage, mais je partage quand même pas totalement.
parce qu'on ne peut pas non plus tout mettre sur la société sans dire qui est la société dont nous faisons partie, ou sur l'éducation, les pouvoirs publics, etc. Moi, ce que je remarque quand même, c'est que je dirais que la famille, et on le voit très bien dans le documentaire, dans les années 50, dans la famille, les enfants, on leur demandait de se taire à table. Bon, donc ils ne participaient pas, ils se taisaient, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas le portable, et ils se taisaient. Après, on a eu Françoise Dolto et la psychanalyse, la psychothérapie, et les enfants, c'était bien, ils participaient, et ils parlaient à table. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a ce qu'on a vu tout à fait, etc. C'est que la famille, eh bien, chacun mange un petit peu de son côté. Et donc, les parents, soit ils ne se parlent pas, soit ils se parlent et ils dînent, et ils mettent leurs enfants devant, enfin, peut-être pas tous les parents, mais certains parents mettent leurs enfants devant des portables, ou etc., où ils ne dînent pas avec eux. Et quand on va parfois dans des restaurants, on voit effectivement des tout petits bouts de choux où leurs parents sont en train de dîner et les parents les mettent devant les portables. Alors oui, c'est vrai, il y a peut-être des lieux publics où malheureusement ne sont pas accueillants pour les enfants. Dans les trains, les gens ne veulent pas entendre les enfants hurler. Mais il y a aussi un vrai phénomène de société aujourd'hui aussi, où les parents ne dînent plus avec leurs enfants. Je ne leur rejette pas la pierre. La vie est beaucoup plus dure aujourd'hui, mais c'est quand même une réflexion collective à avoir, où, parce que les temps de trajet sont trop longs, on n'a plus le temps, mais c'est quand même une réflexion collective à avoir sur le fait que aussi il y a beaucoup de parents qui n'ont peut-être plus le temps, mais ne parlent pas avec leurs enfants, n'ont pas un échange. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Madame la professeure, quand vous avez été étonnée qu'après le 7 octobre et après ce qui s'est passé à Gaza, que les jeunes étaient au courant sur les réseaux sociaux des événements et pas de leurs conversations avec leurs parents. Donc, c'est une vraie question. Et un autre sujet qui a été évoqué dans le documentaire, donc qui dépasse aussi les réseaux sociaux, comment se fait-il que notre pays soit le 3e dans le monde, après le Japon et la Corée, où il y a le plus de mal-être d'enfants qui ne veulent plus aller à l'école, alors que notre système scolaire est quand même assez loin de ce que vivent les enfants japonais et les enfants coréens. Donc c'est vrai qu'il faut se poser quand même la question de comment aujourd'hui nous traitons nos enfants et nos adolescents dans cette société. Il y a quand même peut-être une responsabilité collective, générale de la société, qui dépasse le problème des réseaux sociaux. En réalité, bien sûr, ça dépasse de loin la question des réseaux sociaux. En fait, vos interventions, elles sont très complémentaires. C'est qu'il y a des parentalités. Il y a bien sûr ceux qui subissent et qui le font à contre-cœur. Il y en a qui ont peut-être pris l'habitude ou la facilité d'eux. Tout ça est très, très complémentaire. Peut-être le seul point qui est important, c'est de se dire... Aujourd'hui, il y a une parentalité numérique, il faut l'accompagner et on n'a jamais appris, en fait. Personne ne t'a jamais montré comment faire. Mais comme vous disiez il y a quelques années encore, on ne parlait pas à table, où la parole de l'enfant n'était pas invitée, en fait, à la discussion des grands. Et on a été encore une génération à avoir été élevée comme ça. Résultat des courses, aujourd'hui, on a aussi une... J'aime pas parler de libération de la parole, parce qu'en fait, ils ont parlé, ils se sont exprimés par ailleurs, mais on les croyait pas, on les entendait pas. En tout cas, on les invitait pas à participer. Et c'est pour ça qu'on va aussi se libérer la parole sur les violences sexuelles, sur la place de l'enfant, sur finalement tout ce que notre société peut peut-être collectivement mettre. Et puis, un dernier point, mais qui est plus... je le pose là. Aujourd'hui, on a des couples où les deux parents travaillent. Et on demande quand même encore beaucoup aux mamans d'être les meilleures dans leur vie professionnelle, comme si elles ne faisaient que ça, et les meilleures mamans du monde, comme si elles étaient mamans à plein temps. C'est l'injonction des deux. Et donc, on a une explosion de la charge mentale
qui est juste folle. Et donc on peut pas être tout à la fois. Alors je sais, ça ouvre un plus grand débat sur la question de l'éducation, de la coéducation, du partage de l'éducation parentale, le rôle du couple, la recomposition des familles. Bien sûr, tout ça est ouvert, et vous avez souligné les temps de trajet et donc la transformation de l'emploi et des métiers, la métropolisation aussi des espaces, une solidarité familiale qui est plus dure, parce que des grands-parents peut-être un peu plus éloignés aussi. Et tout ça est bien sûr systémique, bien sûr multifactoriel, mais la sphère privée et la sphère publique, aujourd'hui, elles sont extrêmement entremêlées. Et donc, ça nécessite une mobilisation et des solutions immédiates. Et c'est pour ça que c'est très, très juste de dire que même à la maison, on ne se parle plus. Et c'est même dans des couples, en fait, sans même les enfants, si je devais souligner. C'est vrai qu'il y a un côté assez paradoxal, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Caroline, c'est que finalement, les enfants finalement avaient une place qui était très réduite, c'est-à-dire qu'ils ne participaient pas à la vie de leurs parents, et aujourd'hui, on les fait participer, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'ils viennent au restaurant, là où dans les années 50, ils n'auraient jamais mis les pieds au restaurant, mais en revanche, on les parque derrière leur écran. Donc il y a finalement une participation qui est souhaitée, et en même temps qui n'est pas du tout désirée, parce que en fait, on ne supporte pas le bruit qu'ils peuvent faire. Et est-ce que la place de l'enfant est au restaurant ? La question reste posée. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas mieux trouver le moyen qu'il puisse rester à la maison ? Mais ça, tout le monde ne peut pas le faire. Et c'est vrai, quand on interviewe souvent des parents, ils disent, mais en fait, j'emmène mon enfant au restaurant parce qu'on voulait aller au restaurant, et on n'a pas de garde. Donc on n'a pas de babysitter, on n'a pas les moyens d'avoir une babysitter, donc on les emmène avec nous et on les met devant un écran. Et ça revient à la question, à la notion de nounou numérique, qui est en fait, on délègue la garde des enfants au numérique. Madame, et ensuite on va boire un verre, et je crois que les mains continuent à se lever. Pardon, bonsoir, je vais être brève. Donc, je m'appelle Akima Belghebli, je fais partie d'une association de parents d'élèves donc, au lycée Lucie Aubrac. J'ai 2 adolescents ici présents, ma fille à Madame Vidil, un professeur. Donc merci beaucoup pour ce documentaire qui est extrêmement complet et très intéressant, parce que vous avez fait appel à énormément de corps de métier, si je peux appeler ça corps de métier, des professeurs, des médecins, des sociologues. Donc extrêmement riche. Moi, je voulais juste, en effet, je commence un petit peu à connaître ce lycée Lucie Aubrac. Dans le privé, au fait, on incite les employés au droit à la déconnexion. J'ai l'impression que dans le lycée, dans la vie de nos enfants, collégiens, lycéens, on les oblige au fait à la connexion. Et ça, c'est extrêmement grave. Pour parler d'un cadre, dans le cadre donc, de mon rôle de parent d'élèves au sein de cette fédération, on essaye de se battre contre la région qui souhaite, puisqu'au fait le lycée Aubrac est de 2008, je crois, non je ne sais plus. La date, voilà. Enfin, voilà, c'est un lycée qui est relativement jeune et qui souhaite aujourd'hui équiper, faire encore plus de ce lycée un lycée numérique. Le projet du conseil régional d'Île-de-France est de ne plus et d'équiper toutes les salles en fait d'écrans numériques. Pour nous, en tant que parents, c'est une aberration. On fait tout pour justement éloigner nos enfants de ces écrans. Il n'y a plus de manuels scolaires. Les livres sont dématérialisés. Il y a 2 lycées à Courbevoie. Un a encore donc des manuels papier. Nous, on demande aujourd'hui, on supplie, pas le lycée parce que la direction ne peut rien faire, à ce que nos enfants puissent, sur la base au moins du volontariat, de disposer de documents physiques, madame. On trouve ça. Et donc, cette année, en tout cas, ça va être un de nos combats. Éviter et permettre, si vous voulez, que les enseignants, alors pardon, hein, je n'ai pas envie de parler à leur place, continuent à faire cours sur des tableaux blancs avec des marqueurs, plutôt qu'avoir donc des écrans numérisés, des tableaux numériques, et que nos enfants puissent disposer de manuels scolaires, parce que, en effet, c'est une injonction, on les oblige à être devant des écrans, et ça, pour nous, en tant que parents, c'est absolument une aberration. Aussi, également, il y a eu un certain nombre d'interventions qui, en tant que maman, me dérangent particulièrement. C'est un fait, hein, c'est une réalité. On nous responsabilise
quelque part de ce mal. Mais en effet, qui nous forme, nous, les parents? Madame Vidy le disait à juste titre, est-ce que les enseignants sont formés aussi à cela? Je ne suis pas certaine. Il y a dans ce lycée des élèves qui sont ambassadeurs anti-harcèlement. Nous, en tant que fédération, la direction nous sollicite souvent pour faire des campagnes de sensibilisation auprès des enfants. Est-ce que c'est vraiment notre rôle? Je n'en suis pas certaine. Voilà. Donc vous disiez tout à l'heure qu'un de vos nerfs de la guerre était justement, Madame la haute commissaire à l'enfance, d'interpeller les gros, les YouTube, Meta, etc. Mais avant cela, je pense qu'il faut sensibiliser vraiment sur le terrain avec des campagnes qui parlent aux parents, qui parlent aux enseignants. Voilà, donc je pense que l'éducation nationale a vraiment un rôle à jouer. Désolée, j'ai été très longue, mais merci de votre attention. Enfin, si ça peut vous rassurer, sachez qu'en Suède, où il y avait une numérisation totale, donc il n'y avait plus de manuel, ils reviennent en arrière parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que sur les matières très académiques, en fait, ils avaient chuté dans le cadre des résultats, enfin des comparaisons internationales. Et donc je pense qu'on est aujourd'hui dans le cadre d'un mouvement un peu inversé. Mais bon, c'est vrai que les ministres de l'Éducation ont quand même beaucoup changé, donc ça ne rend pas les choses... très... Enfin, excusez-moi. Hein, c'est pour ça qu'on a un haut commissariat à l'enfance. Voilà. Et ça, on s'en réjouit parce que vous êtes là. C'est exactement la réflexion de base qui a animé l'innovation. Et on s'en réjouit. Merci beaucoup. C'est aussi pour répondre à des périodes où il y a de l'instabilité, on la connaît, elle est aussi le fruit de notre... Juste peut-être 2 points, madame. Oui, vous avez raison sur la question, et on remontera le point, pour le coup, au ministre Geffray sur le cas du lycée. Mais la question de l'adhésion au moment où on a des injonctions, elle est, je pense, importante, voire essentielle. Et le deuxième point sur l'accompagnement plus des parents, parce que moi, pour le coup, je ne fais pas la partie des enseignants, mais plus sur l'accompagnement à la parentalité. En réalité, on a commencé, mais ce n'est pas la hauteur du besoin. C'est ce qu'on a fait avec l'UNAF, par exemple, et les ateliers Parents Parlons Numérique. C'est ce qu'on fait avec les UDAF au niveau local. C'est Je protège mon enfant, qui est un site du gouvernement qui apporte de l'information. C'est ce qu'on fait avec Tralalaire ou encore avec d'autres associations pour gamifier aussi ces apprentissages. Maintenant, aujourd'hui, la question, c'est comment tous les parents ont accès à ça. Il se trouve que j'ai réuni les associations de parents d'élèves ici au commissariat à l'enfance, mais dans ce ministère-là, alors que ce n'est pas le ministère, on va dire, habituel, pour travailler à la diffusion de ces outils il y a à peine quelques semaines. Après, c'était les têtes des fédérations, donc le temps que ça devienne quelque chose de plus collectif, je pense que c'est la bonne trajectoire. Mais ce qui est certain, c'est que personne ne s'en sortira tout seul. Hein. Ça, pour le coup, on est bien d'accord. Je crois qu'il y avait 2 petites interventions, mais si vous souhaitez, ouais, on peut continuer ensemble pendant le pot, parce que je sais qu'on doit aussi libérer les équipes qui sont là et on a un petit pot à partager.